Alors Laura, bienvenue. On est très heureux de t'accueillir ici à Idéal, dans cette nature enneigée, couverte d'un joli manteau blanc. Euh, tu es impliquée depuis des années dans le domaine de l'éducation prénatale, une pionnière, déjà dans les années 70 ou 80. Tu t'es lancée activement dans ce domaine. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire en quelques mots où tu travailles principalement en ce moment et puis les choses sur lesquelles plus récemment tu t'es impliqué pour qu'on sache un petit peu où tu te situes? Merci Cristallin. J'habite en ce moment au Brésil. Je suis brésilienne, américaine. Je viens de passer 25 ans aux États-Unis avec quand même beaucoup de relations avec l'Europe. Donc en fait, partout où il est question de psychologie prénatale, le sujet m'intéresse énormément. Du point de vue du psychisme de la femme enceinte, du couple bien sûr, même avant la conception, mais surtout du point de vue du bébé. Et nous avons tous eu cette expérience, nous avons tous commencé notre vie dans le ventre d'une maman. Et comment ça s'est passé pour nous? Avions-nous un psychisme? Jusqu'à très peu de temps, la science disait mais pas du tout, ni la psychologie même, ni la science officielle en biochimie. Et maintenant, on sait que oui. Et c'est la période formatrice la plus importante que nous aurons de toute notre vie. Celle à laquelle nous revenons à chaque fois qu'il y a un événement important, un grand changement dans notre vie. Nous reprenons ce que nous avons vécu à la naissance, à la conception et pendant la gestation, dans une période formatrice. Et il y a une empreinte que nous portons avec nous pour toujours. Nous pouvons la changer, c'est beaucoup de travail, beaucoup de conscience. Sinon, automatiquement, elle nous guidera. Merci Laura de cette introduction déjà qui nous propulse dans le sujet. Euh, et justement, de par ton parcours et ton vécu, tu as pu explorer beaucoup d'aspects qui touchent finalement ce domaine de l'éducation prénatale. Euh, Si tu avais une, une essence ou quelques éléments vraiment essentiels pour des couples ou pour des femmes enceintes ou pour des familles enceintes, on pourrait dire, quels seraient ces éléments qui sont un petit peu une quintessence de, ce, de ce vaste domaine? Oui, la gestation est vraiment une période très importante, d'un grand pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la femme qui l'a en elle. C'est elle l'éducatrice. Quand on parle d'éducation prénatale, on pense souvent à éduquer les femmes enceintes. Non, non, non. L'éducation prénatale signifie que la mère est en train d'éduquer son enfant. Comment? Eh bien, moléculairement, psychiquement. Chaque tissu qui se forme dans l'organisme de ce nouvel être qui vient physiquement sur Terre est imprégné de ce que la mère pense, de ce que la mère pense sur elle-même, sur la vie, comment elle se voit, comment elle considère ce qui est autour d'elle. Et ce n'est pas une question philosophique comme beaucoup l'ont cru, c'est vraiment notre destin neurophysiologique. Toute la biochimie de mon sang transporte constamment qui je suis. À mes propres organes aujourd'hui, je ne suis pas enceinte, mais si j'ai un bébé dans le ventre, tout se fait grâce à qui je suis. Et ce pouvoir, c'est que pendant la gestation. Alors ça, c'est l'élément le plus important. Donc, si la gestation est si importante, il faut la préparer. Il faut s'y préparer. Et là, c'est hommes et femmes. Et ça, c'est merveilleux. La préconception est un moment d'une immense liberté, comme la conception consciente d'un enfant. Beaucoup plus de liberté que nous aurons comme parents plus tard, à l'accouchement ou dans la vie. Euh, Déjà, Laura, tu nous parles d'informations scientifiques ou d'une connaissance qui se développe de plus en plus depuis les 5, 10, 15 dernières années. Toi, tu t'es engagé dans ce domaine depuis très longtemps déjà. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner une perspective sur l'évolution des connaissances et de ce monde, justement par rapport à l'aspect plus scientifique ou l'aspect plus de compréhension qu'on en a maintenant? Bien sûr, philosophiquement parlant, cette connaissance a toujours été avec nous. Des Andes aux Himalayas, il y a toujours des traditions. Dans des peuplades les plus lointaines,
jusque dans des légendes de Bretagne, la mère enceinte, qu'elle fasse attention à son imagination, qu'elle vive d'une façon harmonieuse pour que son bébé puisse en être témoin plus tard. Shakespeare en a parlé, Pythagore en a parlé. Fantastique. Mais ça faisait partie de croyances philosophiques, disons. Parce que la science était sous l'emprise du déterminisme génétique. Une fois qu'un spermatozoïde avait rencontré son ovule, ça y est, tout un programme allait se dérouler et même le placenta allait protéger le bébé de qui était la mère. Donc si elle ne buvait pas trop, si elle n'était pas vraiment dans une situation extrême, tout se passait à l'insu même de la mère. Et voilà que la génétique, elle existe toujours, mais elle est maintenant au siège arrière de la voiture. Elle n'est plus au volant. Au volant, nous avons l'épigénétique, c'est quelque chose qui est au-dessus. C'est-à-dire, on peut avoir un potentiel génétique merveilleux, mais si les messages que la mère a donnés à l'enfant en formation ne correspondent pas à cette merveille génétique, eh bien la personne naîtra avec une génétique amoindrie. Certains gènes seront mis en silence, d'autres seront mis en activité. À Cornell University, à New York, ils disent n'importe qui peut abîmer un Shakespeare. Donc, et le contraire aussi. Si j'attends un schnappant, du point de vue génétique, mettons, mais ma vie est extraordinairement heureuse, joyeuse, pleine pendant la gestation, eh bien, il se passera que cet être montrera des capacités qui au départ n'étaient pas prévues. Et je parle du point de vue génétique. Ils ont réussi à isoler des bactéries, des corps unicellulaires en laboratoire. Ces bactéries ne pouvaient pas digérer de la lactose, c'est le sucre du lait. Et ils ne leur ont donné que de la lactose. Alors beaucoup sont mortes parce qu'il n'y avait pas de possibilité de digérer cette lactose. Mais la majorité a pu vivre. En quelques jours, ils ont pu se mettre à digérer une substance pour laquelle génétiquement ils n'étaient pas préparés. Et nous parlons de corps unicellulaires. Imaginez un corps d'homme ou de femme. Intuitivement, nous savons tout ça. Nous sommes des trillions de cellules. Et nous avons cette connaissance. Mais certains d'entre nous étudions un peu plus, alors nous pouvons en parler. Mais au fond, tout être humain sait que nous avons plusieurs destins, génétiques et physiologiques, selon comme nous nous portons. En langage populaire, on dit « Mais attention, ne te fais pas du mauvais sang ». C'est quoi ce mauvais sang? C'est un message aux cellules, à l'ADN des cellules. Attention, il est temps de se protéger, c'est-à-dire arrête de communiquer, arrête d'être en bonne santé. Sous l'empire du cortisol, qui arrive quand on est très stressé, rien ne va bien se développer. Une maman trop stressée pendant la gestation, et longtemps, d'une façon chronique, ça y est, le cerveau ne se fera pas de la même façon. Et nous aurons des difficultés plus tard. Et si nous voulons la santé, parce qu'on a l'air de la vouloir cette santé, eh bien, il faut lui porter honneur. Et il faut veiller, surtout, à la bonne alimentation de la femme enceinte, à sa joie et à son inspiration. Qu'elle ait une relation belle avec la vie, avec l'existence, qu'elle soit très riche ou qu'elle soit très pauvre. C'est ça qu'il faut. Il faut viser à ce bien-être. Ça n'a jamais été fait du point de vue collectif sur la planète. À nous de le faire maintenant. C'est vraiment en quelque sorte une révélation que les femmes ont un pouvoir aussi significatif, aussi puissant sur l'avenir de leurs enfants. Et c'est toute une connaissance qui leur redonne une capacité, un pouvoir sur elles-mêmes et sur leurs enfants, sur leur famille. En quoi le domaine prénatal, et spécialement l'éducation prénatale, n'est pas une nouvelle connaissance à intégrer, mais bel et bien un moyen donné aux femmes pour devenir encore plus maîtres d'elles-mêmes. Oui. En fait, ce pouvoir a toujours existé. Il est énorme. Il n'a simplement jamais été utilisé à bon escient. Prenez un livre d'histoire.
Qu'est-ce qu'il y a comme bataille et de disputes de territoire et de famille? Qu'est-ce qu'on s'est maltraité les uns les autres? Que d'éléments de torture, que de guerre, que de maltraitance de prisonniers. À chaque fois que je suis très agressive, c'est parce que je ne me sens pas bien. C'est parce que je pense très peu sur moi-même. Mon estime de moi-même est toute petite, alors je suis très agressive. Donc, cette maîtrise de soi, elle ne vient que lorsqu'on est heureux. Cette compréhension de l'autre, cette empathie, c'est par là qu'il faut commencer. Et que la mère applique dans sa gestation, pendant sa gestation, qu'elle puisse appliquer les qualités qu'elle admire. Mais elle n'est pas la seule à être enceinte. La famille est enceinte, le couple bien sûr, la famille, la société. Donc à nous de pouvoir les inspirer. Soyons surtout sûrs que tout couple qui désire un enfant ait accès à cette information. Et d'ailleurs qu'ils aient accès à ça depuis l'âge de 14 ans, de 13 ans, dès que la puberté arrive, que nous sachions ce grand pouvoir qui a lieu pendant la gestation. Tout programme du gouvernement, dans des pays que je connais, commence après la naissance. Troppo tarde. C'est un peu tard, l'enfant est déjà formé. Ce n'est qu'un vernis après. Bien sûr, il y a l'allaitement qui va complémenter cette formation, parce que c'est encore du sang de la mère duquel vient ce lait. Mais ce bébé a déjà appris les messages principaux. Le monde est hostile ou le monde est ami. Tout à travers ce que pensait la mère. C'est la première fois en histoire, en tout cas dans l'histoire que nous ayons écrite, qu'on ait pu avoir autant d'éléments pour comprendre notre passé et penser à un futur différent s'il y a davantage de conscience par rapport à ce que nous faisons dans l'attraction sexuelle, comment nous allons vers une conception, comment ce désir d'enfant. Imaginez tout être qui arrive sur la planète ayant été désiré, rien que ça. Ça nous change déjà beaucoup. Imaginez chaque être conçu en conscience et surtout bien nourri dans le sein de sa mère, bien nourri par tous les sens, par la beauté, par les idées, par les aliments. Déjà, nous avons une plateforme pour commencer une nouvelle société, tout autour de la Terre. Laura, tu nous as parlé de l'importance de l'inspiration, que la femme, elle soit dans cet état d'inspiration, de joie. Toi, dans ce parcours dans lequel, justement, tu t'es engagé avec force et conviction, quelle pourrait être vraiment la source d'inspiration qui t'a poussé à traverser les océans, à aller partout sur la planète pour promouvoir et développer ce domaine? J'ai pris connaissance de l'importance de l'imagination de la femme enceinte, son côté formateur, en lisant des textes sacrés de traditions anciennes. Il y avait chez les Rose-Croix, chez les théosophes et surtout avec Omram Mikhaël Ivanov. Je venais de terminer une licence en psychologie appliquée à la Sorbonne. J'étais très distante de ce que j'avais moi-même étudié, ça ne me correspondait pas. Et tout d'un coup, cet univers m'a semblé un univers d'abord tout à fait nouveau, pour quelque chose de si ancien d'ailleurs, mais par rapport au monde psychologique. Parce qu'en psychologie, c'était interdit de penser à ça. Freud avait eu Otto Ranke. Ranke lui avait dit, il lui avait communiqué, qu'il y avait peut-être un traumatisme à la naissance, qui restait avec nous quand la naissance était traumatique. Au début, Freud s'était intéressé. Mais après, il lui a dit non, ce n'est pas possible parce qu'il ne pourrait pas y avoir mémoire, il n'y avait pas encore langage. Et il a demandé que Otto Ranke s'en aille de la société psychanalytique de Vienne. Donc, du point de vue psychologique, c'était aussi interdit. Il y avait le déterminisme génétique et l'absence complète en psychologie de cette instance de la femme enceinte et surtout de conscience. Il n'y avait ni mémoire cellulaire à l'époque, ni conscience cellulaire, et encore moins un bébé. Mais tout me semblait logique. Bien sûr, j'étais lyrique, j'étais romantique, j'étais sensible au langage de la science, mais il me semblait que philosophiquement, c'était si beau. Évidemment, ça c'était dans les années 70, déjà fin des années 80. Il y avait les associations pour la psychologie prénatale, notamment avec Thomas Verny. J'ai travaillé avec lui pendant 12 ans dans son association au conseil exécutif. Et nous étions un grand groupe.
Nous avons organisé plusieurs conférences internationales et de l'Afrique du Sud, en passant par la Scandinavie, en Orient, venaient des orateurs qui nous racontaient depuis leur tradition, depuis leur quotidien de professionnels de la naissance, combien tout ça ils le savaient et ils l'appliquaient. Nous n'avions pas encore le feu vert de la biochimie, mais déjà nous étions un groupe autour de la planète qui partagions nos découvertes, nos intuitions, nos pensées sur ce pouvoir illimité apparemment de la femme enceinte. Alors, pourquoi on peut se lancer là-dedans? Parce que lorsqu'il y a eu une très mauvaise gestation, c'est toujours possible d'avoir des thérapies. Il est toujours possible de soigner, de reprogrammer. Ça prend du temps. C'est ardu, mais c'est possible. Mais la partie qui m'a le plus intéressée, c'est « et si on commençait avant qu'il n'y ait des problèmes ?» Et je me souviens que Omram Mikhail Avanov avait proposé que les gouvernements s'en occupent, mais avec des parcs, avec des endroits pour femmes enceintes, des endroits de beauté, des endroits évidemment où elles mangeraient très bien, mais surtout où il y aurait des étoiles, où il y aurait des levées de soleil, où il y aurait tout un échange de beauté, d'intelligence, de cœur, de musique. À nous de le composer, chacun notre région géographique. Mais il m'a semblé que rien ne pouvait être plus intelligent pour le futur de l'humanité. Alors, Laura, tu nous parles déjà du futur, déjà de ce qui s'en vient dans les prochaines années. Quand tu penses aux 5-10 prochaines années pour la planète, pour l'humanité, est-ce qu'il y a déjà des éléments qui t'appellent ou qui déjà se construisent dans ton imaginaire et qui annoncent finalement cette nouvelle ère qui arrive? Bien maintenant, c'est simple. Peut-être dans les années 70, nous avions le choix de croire ou de ne pas croire, d'aimer ou de ne pas aimer ce domaine. Maintenant, nous n'avons plus de choix. Chaque jour, à chaque heure, nous sommes en train de voler des accouchements, de voler des naissances, d'avoir des conditions mais atroces de mise au monde, des mères en gestation qui luttent pour avoir suffisamment d'aliments. Ça va. En ce moment, Michel Audin, le grand Michel Audin, dit « Nous sommes au fond du puits. Ça, on est tombé dans le ravin, on est au fond. Et il faut qu'on s'en sorte. » Maintenant, nous avons tous les éléments intellectuels, philosophiques, spirituels, artistiques, même du point de vue de la nutrition, de la biochimie. Nous comprenons la neurophysiologie de la formation d'un cerveau. C'est le plus grand cadeau qu'un couple puisse donner à son bébé, c'est le cerveau. Et nous savons comment le faire. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Je l'ai vu en Patagonie, je l'ai vu en Angleterre, je l'ai vu en Afrique du Nord, je l'ai vu en Italie. Mais bien sûr, ici au Canada et aux États-Unis, en Californie et même à Washington DC où j'ai habité, ça y est, le feu vert est donné. Voyons qui va être le premier, quel est le premier gouvernement qui va avoir l'honneur d'aider toutes les femmes enceintes. Parce que là, il s'agit d'aider les riches. Pour une fois, les riches ont autant besoin d'aide que les pauvres. Les richissimes, ou la classe moyenne, ils sont dans le vide aussi. Et ils ont peur. On a peur de la mort. L'accouchement a souvent été associé à la mort. Un bébé peut mourir. N'importe qui peut mourir à n'importe quelle heure. Mais l'accouchement et la mort vont souvent de pair. Et de plus en plus de groupes pensent à l'humanisation de la naissance. Souvenons-nous que nous sommes des mammifères, par exemple. Que font les mammifères diurnes, comme nous? Eh bien, ils accouchent la nuit. Que font les mammifères nocturnes? Ils accouchent le jour. Pourquoi? Pour être tranquilles, pour avoir la paix, pour ne pas être perturbés par les autres. Nous avons besoin d'intimité, nous avons besoin de silence. Comme on fait une petite chatte quand elle veut aller accoucher. Elle trouve un tiroir, un pullover de son maître. Elle se blottit là et elle accouche tranquillement. Il faut pouvoir retrouver ce respect à la vie. Et nous allons le faire parce que maintenant, c'est une question de physiologie. On peut même oublier la culture, les chamans ou nos croyances. D'ailleurs, ce sont les croyances, les protocoles dans les hôpitaux, qui sont les croyances scientifiques, et d'autres croyances, même de naissance à la maison, avec plein de gens autour, avec des caméras pour filmer. Non. Redécouvrons
ou découvrons pour la première fois dans notre société occidentale, et j'espère mondiale, redécouvrons le pouvoir de la santé dans un corps qui accouche. Il y aura des exceptions. C'est merveilleux d'avoir un hôpital. J'ai travaillé avec des gestations à haut risque. Je sais combien une césarienne, c'est quelque chose d'extraordinaire pour sauver une vie. Mais de là à en avoir plus de 95%, comme dans beaucoup d'hôpitaux au Brésil, c'est une honte. Je comprends comment on est arrivé là, mais on a peu de temps. On n'a plus le choix. Il faut respecter ce que nous avons découvert par la science. Laura, je sais que tu as été en contact avec plein de personnes, tes propres expériences aussi, et toutes les femmes enceintes qui ont pu te partager leur vécu. Est-ce qu'il y aurait une ou deux expériences personnelles que tu voudrais nous partager pour inspirer en fait ceux qui vont l'écouter et se rendre compte combien cette conscience et cette ouverture est précieuse? C'est assez cocasse d'élever un enfant. C'est un chemin un peu compliqué parce qu'on ne sait pas qui est cet enfant. Nous avons un bambin dans les bras. Va-t-il être un architecte? Va-t-il être un grand chanteur? Va-t-il être un menuisier? On ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, il faut qu'on lui offre toutes les possibilités. Qu'il soit écrivain ou qu'il soit, je ne sais pas moi, jardinier, que ce qu'il choisisse de faire, qu'il puisse le faire et bien, et même très bien. Alors mettons toutes les chances du côté de notre enfant. Et ce pouvoir, si on l'utilise bien pendant la gestation, surtout avec une conception consciente, mais ce pouvoir pendant la gestation nous donne une intimité avec ce bambin, nous donne un lien, ouvre pour beaucoup de mères un terrain d'intuition qui va nous aider énormément à l'adolescence par exemple. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir une bonne naissance et une bonne gestation, c'est pas ça le but. Ça, c'est le point de départ. Et un bon point de départ, ça change tout ce qui vient après. La vie peut être difficile. Il peut y avoir des pertes, des accidents. Il peut y avoir des grandes déceptions. Mais un enfant bien formé, sachant que la plénitude peut exister dans la vie, il va être ami de l'existence. Il va pouvoir aider d'autres. Savoir que nous mettons au monde quelqu'un qui qu'il soit, va être bienfaiteur de l'humanité. Ça donne une force à la mère. Cet accouchement, cette conception, cette gestation, finalement, c'est un acquis. On va s'en servir toute la vie. Ma fille a maintenant presque 25 ans, mais quelle joie! Mais je sais qu'il y a entre nous cette intimité. Elle savait que je savais, je sais qu'elle sait, nous pouvons être ensemble. Si vous désirez l'amitié de votre enfant, cette amitié, cette tendresse que nous désirons tous en tant que parents, eh bien, commencez par la gestation, l'allaitement, un accouchement en force, en pouvoir, et vous serez beaucoup plus tranquille pour être vous-même. Et quand votre enfant voit que vous êtes vous-même, quel bel exemple! Il se dira « Moi aussi, un jour, je serai moi-même, j'aurai ma vie, je serai qui je veux être, comme maman, elle est qui elle veut être. » Et là, je dirais au couple « Messieurs, aimez les mamans de votre enfant. Aimez-les, admirez-les, faites-les sentir qu'elles sont au sommet du monde, qu'elles règnent, que la beauté leur appartient. Cette force, elle va se traduire dans beaucoup de transformations ultérieures et surtout le courage d'être soi-même. Laura, merci beaucoup pour ce partage, pour cette expérience et aussi pour tout le travail que tu fais et que tu continues à faire depuis tant d'années pour justement éveiller cette conscience dans tous les êtres qui te rencontrent. Est-ce que tu aurais un commentaire ou un souhait ou quelque chose pour conclure notre échange d'aujourd'hui et apporter encore un petit peu plus de lumière comme tu l'as déjà fait si bien jusqu'à maintenant? Merci Cristallin. Je souhaite de tout cœur que cette connaissance arrive à chacun, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, qu'il soit politicien ou qu'il soit simplement un conducteur d'autobus. Pour moi, tous sont très importants, qu'ils portent cette connaissance à tous, que cela se multiplie et surtout ceux qui ont de l'imagination créatrice. Ceux qui écrivent des scripts pour les films, pour les pièces de théâtre, pour les shows de Broadway. Allez-y, racontez cette histoire de l'humanité.
Montrer que c'est jusqu'à présent, nous avons été si petits, si mesquins les uns avec les autres, avec tellement peu d'exceptions, que maintenant ces exceptions peuvent devenir la règle, que nous pouvons tous honorer la vie, les éléments, les autres, les plantes, les animaux, nous-mêmes et les étoiles, et pourquoi pas les hiérarchies angéliques, que ce chemin nous est ouvert maintenant. Et c'est intéressant parce que c'est les scientifiques qui en premier, ce n'étaient pas les philosophes ni même les psychologues, ce sont eux qui disent la matière, elle existe en tant qu'énergie. Regardez toute la physique quantique. Donc maintenant, donnons à cette énergie une qualité de diamant, de pureté, de beauté. Nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est un mystère, le bonheur qui nous attend quand nous commencerons à appliquer ces règles, si simples, d'une gestation consciente. Laura, merci beaucoup pour ce partage et tout cet engagement qui est vraiment un exemple pour nous tous. Merci. Merci à vous tous et surtout un très beau chemin.